Une mélodie envoûtante résonne dans la ruelle, puis le silence. Bienvenue dans Contes policiers, je suis votre hôte Elias. Aidez-nous à développer cette communauté. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous nous regardez. Vos messages donnent vraiment vie à cette chaîne. Maintenant, commençons. St. Edmunds Mead était le genre de village où le temps suivait son propre rythme. Bercé par le tintement des tasses à thé, le ronronnement lointain des tondeuses à gazon et le bruissement des ragots entre les haies d'hortensia. Endroit où le scandale signifiait généralement que quelqu'un avait planté des rosiers à la mauvaise saison, ou que Madame Bickerton en avait apporté, acheté en magasins Scone à la guilde des femmes. Ce samedi, cependant, le village était en pleine effervescence. La fête annuelle de l'été se tenait sur la pelouse du presbytère, un événement plus apprécié pour ses rituels que pour ses nouveautés. Les enfants ramassaient des pommes, les dames de l'église servaient du gâteau aux graines et de la limonade légère, et le lévrier du colonel Featherstone Algernon remportait une fois de plus la palme du défilé canin. Mais cette année, il y a eu un ajout aux festivités. C'était un homme mince hâlé par le soleil, d'un âge indéterminé avec une moustache bouclée et des yeux trop bleus pour paraître entièrement digne de confiance. Il se faisait appeler Monsieur Dorian Val et prétendait s'être produit un jour dans les rues de Paris et du Caire. Magicien, imitateur et maître du magnétisme. Pouvait-on lire sur l'affiche posée à côté de sa sacoche? Certains le trouvaient un peu théâtral, d'autres charmant. Les dames du club de bridge le trouvaient un peu excessif, vraiment. Il a néanmoins attiré une foule. Son numéro était simple. Un tour de passe-passe, des imitations étranges de villageois, que certains trouvaient d'une précision troublante, et un final, où il choisissait un objet, apparemment au hasard, parmi les spectateurs, et révélait son passé caché. Il prétendait que c'était de l'intuition, mais mademoiselle Hartnell murmurait qu'il s'agissait probablement d'écoutes clandestines et de suppositions. C'est lors de ce dernier acte, lorsqu'il sortit un médaillon en argent de la poche de la jeune Lucie Brabazon et raconta l'histoire d'un marin perdu et d'une promesse jamais tenue, que quelque chose changea dans l'air. La mère de Lucie, Madame Brabazon, devint toute pâle, ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour parler, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle se retourna et s'éloigna précipitamment, manquant de laisser tomber sa tasse de thé. La foule s'agitait. Monsieur Veil s'inclina avec raideur et sourit, mais son regard se posa sur Madame Brabazon avec une sorte d'inquiétude, voire de calcul. 1 heure plus tard, alors que la fête touchait à sa fin et que les banderoles pendaient sous le soleil du début de soirée, Monsieur Dorian Veil fut découvert derrière le presbytère, affalé sur l'herbe près de la haie, un jeu de cartes de tarot renversé à ses côtés. Au début, on a cru qu'il s'était évanoui. La femme du pasteur est allée chercher de l'eau de lavande. Mais en vain, M. Veil était mort. Le médecin a dit que c'était du poison. L'effet était assez rapide. La police de Much Benham a été appelée, mais entre-temps, la foule a commencé à murmurer. Avait-il des ennemis? Savait-il quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir? Ou est-ce que tout cela faisait partie du spectacle? Et juste au-delà de la parcelle d'herbe délimitée, assise calmement près de la tonnelle de rosier, avec son tricot sur ses genoux, Mademoiselle Jane Marple, j'observais tout cela avec des yeux doux et un froncement de sourcils intérieurs. Elle avait vu quelque chose de très petit, de très ordinaire et de tout à fait déplacé. Le lendemain de la fête, le soleil se leva avec hésitation, comme si le ciel lui-même hésitait après le scandale de la veille. À 9 heures, les ruelles de St. Edmunds Mead bruissaient d'une sourde spéculation. Celle qui flottait derrière les rideaux de dentelle et s'infusait dans les théières comme un Earl Grey trop infusé. Le annonceur Benham avait déjà livré sa première édition, portant le titre « L'adieu empoisonné de l'artiste, mystère à la fête du presbytère ». Madame Bantry l'a lu à voix haute au petit déjeuner et a déclaré « Franchement, j'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose d'assez louche chez les artistes, avec de la pommade pour les cheveux et des gilets de velours.
pas du tout anglais. Son mari, le colonel Bantry, se contenta de grogner derrière son journal et de chercher plus de marmelade. À la boutique du village, Madame Finch chuchota furieusement à la femme du pasteur « C'était ce médaillon, je vous le dis. Avez-vous vu la mère de Lucie Brabazon? Blanche comme un linge, comme si elle avait vu un fantôme. » La femme du pasteur, prise entre hochement de tête et bienséance, se contenta de rajuster ses lunettes. Dans tous les coins du village, les mêmes théories, à moitié formulées et tout à fait sûres, se déroulèrent. Il a hypnotisé quelqu'un pour qu'il le fasse. Non, non, il faisait chanter les gens. J'ai entendu dire qu'il s'agissait d'un criminel en fuite, déguisé en magicien. Mon cousin dit que ce genre de poison peut provenir de champignons étrangers. Français, probablement. Mais aucun des ragots n'atteignit le salon de mademoiselle Jane Marple, qui était assise sagement dans une chaise à haut dossier, à moitié en train de tricoter, à moitié en train d'écouter, comme son amie de longue date et sa caisse de résonance occasionnelle, mademoiselle Caroline Witherby, a rendu un compte rendu complet. Je veux dire Jane du poison à une fête, comme un de ces horribles romans policiers qu'on n'autorise pas dans sa bibliothèque. La voix de Caroline se fit plus douce. On dit que c'était du cyanure, ou de la strychnine, ou peut-être de la belladone. Mais comment on a pu introduire de telles choses dans une fête, je n'en ai aucune idée. Miss Marple ne répondit pas tout de suite. Ses yeux étaient fixés sur un fil tombé. Lorsqu'elle prit la parole, son ton était doux, presque trop doux. « N'était-ce pas curieux, murmura-t-elle, que M. Vail ait choisi Lucie Brabazon pour son dernier tour ?» Caroline cligna des yeux. « Que veux-tu dire ?»« Oh, rien, ma chérie, » dit Miss Marple en ramassant soigneusement la maille. « Seulement, les artistes de rue choisissent souvent quelqu'un de sociable, prêt à jouer le jeu. Lucie est plutôt timide, tu ne trouves pas ? Eh bien, oui. Une fille réservée, et très attachée à sa mère, d'après ce que j'ai compris. » Miss Marple sourit, les yeux pétillants. « Exactement. Au Green Swan, le seul pub du village, inspecteur Dermot Crayon, agent de la police de Much Benham, se tenait debout, les mains sur les hanches, le visage crispé par l'irritation. Il était à peine midi qu'il avait déjà parlé au curé, au Brabazon, au comité de la fête, et à la marchande de crème au citron qui affirmait avoir aperçu une silhouette obscure rôder près des haies, juste avant la découverte du corps. Cray soupira. Il voit toujours des silhouettes furtives, n'est-ce pas, agent? L'agent Drew hocha la tête avec une compassion respectueuse. À chaque fois, monsieur. Cray se frotta la mâchoire. On pense que l'homme a bu de la limonade? Drew hocha la tête. Du verre a été retrouvé près du corps, des traces de poudre blanche. Le coroner est toujours en train de vérifier, mais les premiers signes suggèrent un empoisonnement par ingestion. Super. Cray se pinça, l'arête du nez. Et la limonade vient de... Une cruche commune à la tente à thé du presbytère, monsieur. Mais il semble que lui seul ait eu cette tasse-là. L'inspecteur Cray fronça les sourcils. Alors quelqu'un voulait l'empoisonner, et lui seul. Drew hésita, ou alors c'était destiné à quelqu'un d'autre. Les sourcils de Cray se froncèrent davantage. Ce serait encore pire, un meurtre accidentel. Il jeta un coup d'œil vers la porte qui s'ouvrit en grinçant. Une voix douce et discrète accueillit la pièce. « Bonjour, inspecteur Cray. » Cray se retourna et étouffa un gémissement. « Miss Marple, quel plaisir inattendu !» Miss Marple entra dans le pub comme par hasard, son sac à main se balançant légèrement à ses côtés. « J'ai pensé que ça pourrait vous aider si je vous apportais une liste. » Cray cligna des yeux. « Une liste? Oh oui. J'ai noté tous les gens qui se tenaient près de la tente à thé juste avant que le pauvre monsieur Vail ne s'effondre. Il y avait pas mal de mouvements pendant le défilé canin, voyez-vous? Alors la foule s'est déplacée. Je me souviens de qui a frôlé qui. Ça n'a peut-être pas d'importance, bien sûr, mais parfois, les petites choses ne sont pas si insignifiantes qu'elles le paraissent. » Cray prit la feuille à contre-cœur. Son écriture soignée s'enroulait sur la page comme du lierre sur un mur. « J'ai aussi pensé que vous pourriez me poser des questions sur Lucie Brabazon et son médaillon.
celui dont M. Veil a parlé dans son numéro. Cray haussa un sourcil. « Tu penses-tu que c'était important ?»« Oh, je ne pense jamais à rien, » dit Miss Marple, les yeux pétillants. « J'observe, et je me souviens d'une situation similaire, il y a de nombreuses années, à St. Mary Mead, où une femme s'est évanouie pendant une séance. Il s'est avéré que la médium avait découvert quelque chose de terriblement préjudiciable à sa réputation. » Cray la regarda longuement et intensément. « Suggérez-vous que Madame Brabazon avait quelque chose à cacher ?» Miss Marple croisa les mains. « Oh non, inspecteur, je ne suggère rien. Je réfléchis simplement. Cependant, si je puis me permettre, le médaillon de Lucie ressemble beaucoup à un modèle fabriqué à Birmingham dans les années 1920. Le fermoir était un peu lâche, dangereux, vraiment. Et un tel objet, eh bien, il serait facile à trafiquer. » Cray regarda à nouveau la liste. « Avez-vous dit que M. Veil l'avait prise? Depuis, la poche de Lucie, il l'a fait. » Le sourire de Miss Marple s'est renforcé. Curieux, n'est-ce pas, qu'il sache qu'il était là? Le soir, les rumeurs de nouvelles théories gagnaient du terrain. M. Val, disait-on, était arrivé au village 3 jours auparavant et avait élu domicile à l'auberge du Chêne Crochu. Il avait des horaires décalés, on l'avait vu écrire à la fenêtre tard dans la nuit et avait posé plusieurs questions, apparemment innocentes, sur les familles du coin. Il s'était également rendu au bureau de poste pour demander à entrer. Archives de vieux journaux, personne ne pouvait dire ce qu'il cherchait. Les théories ont évolué. Il enquêtait sur quelque chose. Il avait un lien avec quelqu'un, ici. Il n'était pas celui qu'il prétendait être, et pendant tout ce temps, la maisonnée Brabazon demeura étrangement silencieuse. Lucie ne fut pas vue à l'église le lendemain matin. Madame Brabazon prétendit avoir un rhume, bien que plusieurs dames aient remarqué qu'elle n'avait pas fait chercher ses pastilles au miel habituelles. Il suffisait que les langues se délient, et elle se délie. De retour à son chalet, Miss Marple ferma les rideaux et s'assit avec sa broderie. Il y avait un schéma derrière tout cela, pensa-t-elle. Pas encore lié au crime, mais aux réactions M. Val avait suscité quelque chose avec ce tour de passe-passe, non seulement chez Madame Brabazon, mais dans tout le village. Un malaise collectif. C'était toujours révélateur. Elle a pris son aiguille et son fil. Le secret du meurtre, pensa-t-elle. Et ce n'était pas la première fois. Était qu'il se produisait rarement de manière isolée. Le meurtre était comme la moisissure. Il poussait dans les recoins humides, nourri par des griefs latents et des vérités non dites. Et quelqu'un à St. Edmunds Mead, semblait-il, avait caché un coin très sombre et humide. Le lundi suivant, rapporta une bruine persistante, comme si le ciel lui-même avait choisi de pleurer discrètement sur le mystère qui planait désormais sur St. Edmunds Mead. Le village, habituellement animé face aux petits scandales, chapeaux perdus, courriers mal distribués, hérissons égarés, évoluait désormais avec un calme vigilant. On entendait moins de vagues traverser les haies, moins de bavardage devant l'épicerie. Au milieu de cette tension, inspecteur Dermot Crédet passant arpentait le salon aux poutres basses de l'auberge du Chêne courbé où logeait M. Dorian, Val. La pièce présentait le caractère typique de ce genre d'établissement. Des chaises en chintz usées, une cheminée surdimensionnée et une odeur de poussière de charbon imprégnant les tissus. Rien de manifestement compromettant, marmonna Cray en fouillant dans une sacoche en cuir trouvée dans la chambre du défunt. Un peigne de voyage, un nécessaire de rasage, 2 jeux de cartes, un programme de théâtre de 1939, du Garrick Theatre, je crois, et... Ah, qu'est-ce que c'est? Il sortit un petit carnet, relié en cuir vert. À l'intérieur, des pages de gribouillis incohérents, de phrases inachevées, de noms de villes, d'initiales entourées et soulignées. Une page portait les mots suivants. B. Médaillon. Doit confirmer. Danger. Suivi d'une tache d'encre comme si le stylo avait été arraché au milieu d'une pensée. B. Dit-il à voix haute. Brabazon. L'agent Drew, assis, à proximité, regarda par-dessus son épaule. C'est possible. On dirait qu'il savait quelque chose. Il creusait. Cray fronça les sourcils. Ou alors,
Il pensait savoir quelque chose. Les amateurs s'enfoncent souvent dans le pétrin sans s'en rendre compte. En bas, dans la salle à manger, la femme de l'aubergiste, Madame Copley, était doucement cajolée par nul autre que Miss Marple, qui était arrivée peu de temps auparavant, sous prétexte de s'enquérir de la confiture de prunes de l'auberge. « Oh, je ne voudrais pas être indiscrète, ma chère, mais si vous en avez de la fournée de l'été dernier, je l'ai trouvée délicieusement acidulée. » Ça avait-elle dit en s'installant sur le banc et en croisant ses mains gantées avec pudeur. Madame Copley n'avait été que trop heureuse de bavarder, une fois que Miss Marple, semblant toujours légèrement sourde et délicieusement oublieuse, lui avait posé des questions sur les allées et venues de M. Vail. Il était plutôt discret, poli, très discret. Il payait en espèces, 5 shillings par nuit, et ne posait jamais de questions sur le prix de la course. Mais il posait beaucoup de questions sur le village. Il me demandait qui étaient les plus vieilles familles. Il voulait en savoir plus sur les vieilles maisons et savoir qui habitait où. Miss Marple pencha la tête. A-t-il mentionné quelqu'un par son nom? Eh bien, il m'a posé des questions sur les Brabazon. Il m'a dit avoir déjà entendu ce nom dans un article de presse, il y a des années. Il a été très intéressé quand je lui ai dit que Madame Brabazon avait déjà été mariée une fois et était devenue veuve jeune. Je m'en souviens parce qu'elle portait toujours du lavande à l'époque, comme si le deuil était une couleur dont on ne se lassait pas. Miss Marple hocha doucement la tête, rassemblant les pièces du puzzle derrière ses doux yeux bleus. « Et il avait des visiteurs ?»« Pas que j'ai vu. Pourtant, un soir, je crois que c'était jeudi, j'ai entendu des voix dans le couloir. Il semblait contrarié. Je suis allé voir, mais il n'y avait personne quand je suis descendu. J'ai pensé que c'était un appel téléphonique, mais cette ligne n'a pas été réparée depuis mars. »« Curieux, » murmura Miss Marple. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Cray retourna à la résidence des Brabazon. La maison était à moitié cachée par des ifs, avec un portail en pierre délabré et du lierre qui rampait trop vite sur les fenêtres. Madame Brabazon le reçut en chemisier à col montant et les mains tremblantes, assise comme si elle s'attendait à une accusation à tout moment. « J'ai tout raconté aux gendarmes, » dit-elle doucement. « Monsieur Vail était un inconnu. Je ne l'avais jamais rencontré avant la fête. » Cray hocha la tête sans toutefois le rassurer. « Et pourtant il semblait en savoir beaucoup sur votre fille, plus précisément sur ce médaillon. » Les doigts de Madame Brabazon se crispèrent sur ses genoux. « Je ne sais pas comment il a su. C'est juste un souvenir, un bibelot de famille. C'est la grand-mère de Lucie qui le lui a offert. » Monsieur Vail a suggéré le contraire. Il a dit qu'il y avait une histoire. Une lueur passa sur son visage. « Les magiciens disent à des bêtises, inspecteur. C'est leur truc. » Elle s'est évanouie, dit simplement Cray. « À la fête. » Ou du moins, elle s'est enfuie. Quelque chose qu'il a dit l'a effrayée. J'ai été surprise, dit-elle sèchement. Puis, se ressaisissant, elle ajouta plus doucement. C'était la chaleur, la... Fold, je ne suis plus aussi nerveuse. Cray se leva. Madame Brabazon, je demanderai peut-être à votre fille de répondre à quelques questions dans les prochains jours. Elle est très fragile, dit rapidement la mère. Elle se remet encore d'une maladie. Je préférerais que tu me parles d'abord. Cray fit un signe de tête poli, mais intérieurement, il classa cette demande sous évitement. Pendant ce temps, Miss Marple, avec un parapluie emprunté et un sourire poli, rendait visite à Dr. Haydock, le médecin du village. Il était dans son jardin, soignant ses capucines avec plus d'affection qu'il n'en témoignait à la plupart de ses patients. « J'imagine que vous avez été très occupé, » dit-elle, tandis qu'il lui versait un sherry léger dans son cabinet de consultation. « J'ai procédé à l'examen préliminaire, » dit Haydock d'un ton bourru. « Convulsions aiguës, mâchoire serrée, écume. Le coroner devra confirmer, mais cela ressemblait beaucoup à de la strychnine. »« C'est une façon assez douloureuse de partir, » murmura Miss Marple. « Extrêmement, et pas subtile non plus. On ne accidentellement l'ingérer. Quelqu'un voulait faire valoir un point. « Docteur, dit-elle délicatement, avez-vous eu
L'occasion ces dernières années de traiter Madame Brabazon pour quelque chose de psychologique. Les yeux de Haydock se plissèrent. « Jane, tu sais que je ne veux pas être indiscrète, dit-elle doucement. Je veux juste protéger Lucy. J'ai remarqué que les enfants portent souvent les conséquences de ce que les adultes laissent inachevé. » Haydock soupira. Elle a été fragile, oui, repliée sur elle-même. Quelque chose a changé il y a quelques années, mais je n'ai jamais eu de détails. Une sorte d'affaire familiale, on imagine, ou un regret passé. Sa mère est du genre à ériger des murs autour des secrets et à faire comme si rien ne se fissurait. Miss Marple hocha la tête, plus pour elle-même que pour lui. Ce soir-là, elle était rentrée chez elle et a placé une coupure pliée de Le Times à côté de son thé. Elle l'avait retrouvé des années auparavant dans ses archives personnelles d'incidents désagréables. Il décrivait un décès survenu à Londres, en 1926. Un homme nommé Réginald Brabazon, retrouvé noyé dans sa propre baignoire. Accidentel, selon l'enquête. Mais les circonstances étaient étranges. L'homme n'avait pas d'ennemis connus, pas de problème d'argent, et pourtant, il avait réécrit son testament quelques jours auparavant. Le bénéficiaire, une femme nommée Margaret Elspeth, plus tard Madame Brabazon. Miss Marple sirotait son thé. Il avait fallu 20 ans pour que le passé ressurgisse à St. Edmund's Mead, et il avait choisi un magicien, parmi tous les hommes, comme messager. La pluie s'est arrêtée en milieu de semaine, mais la morosité persistait à St. Edmund's Mead. Bien que les banderoles de la fête aient enfin été retirées, une discrète vigilance s'est installée. Des regards persistants dans la file d'attente de l'épicier, des voix étouffées, dans le cimetière, et des portes qui se fermaient désormais un peu plus vite qu'avant. L'inspecteur Dermot Cray se retrouva au commissariat de Much Benham, entouré de fiches et de rapports à moitié remplis. En épinglant une nouvelle fiche sur le tableau en liège, il murmura à voix haute « Quelqu'un avait une raison de vouloir réduire Veil au silence, ou le discréditer, ou les deux. » Il a souligné 2 noms, Madame Margaret Brabazon et Lucy Brabazon, puis en ajouta un 3e, Peter Ransom. Peter Ransom avait été mentionné dans plusieurs témoignages. Jeune homme maussade aux cheveux hirsutes et à l'habitude poétique d'apparaître à l'improviste derrière les haies, il avait autrefois courtisé Lucy Brabazon jusqu'à ce que Madame Brabazon lui fasse clairement comprendre qu'il n'était plus le bienvenu dans la maison. Trop intelligent pour son propre bien, avait reniflé Mademoiselle Hartnell. Il écrit des lettres à la rédaction sur la politique du charbon, et il lit le français. Cela suffisait à lui seul à faire de lui un personnage suspect aux yeux de beaucoup. Pendant ce temps, Miss Marple observait la situation avec son habituel mélange de curiosité discrète et de mémoire exigeante. Le mercredi matin, elle croisa Peter en personne, apparemment par hasard, bien sûr, alors qu'elle passait devant l'étang du village. Il était assis sur un banc, dessinant dans un carnet les traits tendus. « Bonjour, monsieur Ransom, » dit-elle joyeusement. « Quel plaisir de voir un jeune homme s'intéresser à la nature. » Peter sursauta. « Oh, mademoiselle Marple, je ne vous ai pas entendu. » Elle jeta un coup d'œil à son carnet. « Tu dessines ou tu écris ?»« Un peu des deux, » répondit-il en refermant le couvercle. « Ça m'aide à réfléchir. » Elle hocha la tête et s'assit à côté de lui, tapotant doucement sa canne tandis qu'elle s'installait. « J'ai toujours trouvé qu'un peu de nature était très bénéfique pour la clarté, surtout quand les choses semblent un peu confuses. » Peter la regarda fixement, mais ses yeux étaient fixés sur une poule d'eau qui se balançait au bord. « De l'eau. Vous connaissiez Monsieur Val, je crois ?» demanda-t-elle presque distraitement. « J'ai vu son numéro à la fête, » dit Peter. « Tout le monde l'a vu. Mais tu le connaissais avant, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui avec le plus doux des sourires. Il se tendit. « Non, je ne l'ai pas fait. » Miss Marple pencha la tête. « En êtes-vous bien sûr? Seulement quelqu'un a mentionné qu'il vous avait parlé derrière l'école la veille de la fête. Quelle coïncidence. » Peter hésita, puis dit sèchement « Il s'est approché de moi.
Il m'a demandé si je savais quelque chose sur les Brabazon. Il a dit qu'il faisait des recherches pour un livre. Tu lui as dit quelque chose? Non, je lui ai dit de me laisser tranquille. Miss Marple hocha doucement la tête en le regardant. Tu étais autrefois très attaché à Lucy. Je le suis toujours, dit Peter doucement. Mais sa mère... Il s'interrompit. Ce n'est pas important. Oh, mais c'est vrai, dit gentiment Miss Marple. C'est toujours pareil. Peter se leva brusquement. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Elle le regarda partir, puis se retourna vers l'étang. La poule d'eau avait disparu sous la surface. L'inspecteur Cray n'ignorait pas l'histoire de Peter Ransom avec les Brabazon, et il a convoqué le jeune homme à la police plus tard dans l'après-midi. D'après plusieurs villageois, dit Cray, vous et M. Vail avez eu une conversation, violente peut-être. Peter croisa les bras. Je l'ai déjà dit à Miss Marple. Il m'a abordé. Il m'a interrogé sur les Brabazon. Il m'a dit qu'il était écrivain et qu'il enquêtait sur un scandale vieux de plusieurs années. Je lui ai répondu que ça ne m'intéressait pas. Tu ne l'as pas menacé? Les yeux de Peter s'écarquillèrent. Bien sûr que non. Vous avez été vu près de la tente à thé peu de temps avant qu'il ne soit retrouvé mort. Je cherchais Lucy, dit Peter, puis il ajouta avec un rire amer, non pas que j'aurais été le bienvenu. Cray se pencha en arrière. Sais-tu ce qu'il y avait dans le médaillon que M. Vail lui a pris? Peter fronça les sourcils. Juste une photo, je crois, de son père. Quel père? Demanda doucement Cray. Peter cligna des yeux. Que veux-tu dire? Cray tapota son stylo sur le bureau. Le père de Lucy est mort avant sa naissance, Reginald Brabazon, mais l'homme sur la photo, ce n'était pas lui. Pierre hésita. Comment le sais-tu? Parce que nous avons récupéré le médaillon. Le fermoir avait été endommagé probablement lors de la bagarre. La photo à l'intérieur représente un homme nommé David Tremaine. Peter parut stupéfait. Je ne sais pas qui c'est. Cray ne répondit pas. Il se contenta d'observer. Ce soir-là, Miss Marple rendit visite à sa vieille amie révérend Pulteney, sous le prétexte poli de rendre un recueil de cantiques. Je me demandais, dit-elle en prenant le thé, si vous vous souveniez si Madame Brabazon avait déjà fait baptiser sa fille ici, Lucy, je veux dire. Le vicaire, surpris par la question, fronça les sourcils. Non pas que je me souvienne, et je suis ici depuis 1934. Aucune trace de cela? Je ne crois pas. Mais alors il faudrait demander au greffier. Elle sourit. Je l'ai déjà fait. Plus tard, chez elle, Miss Marple déballa une lettre pliée qu'elle avait reçue d'un ancien contact de Bath. Elle confirmait ses soupçons. David Tremaine est décédé en 1927, le jour même où Reginald Brabazon se serait noyé dans son bain. La ressemblance entre les deux hommes avait été un jour signalée en passant dans une chronique mondaine. Le genre de détail que la plupart des gens oublient, mais Miss Marple n'oubliait jamais les petites choses. Jeudi matin, un nouveau suspect est apparu. Mademoiselle Evelina Nash, une vieille fille au tempérament rigide et présidente du comité. C'est de la fête. Plusieurs villageois se souvenaient l'avoir vue se disputer avec M. Val 2 jours avant la fête, près du cimetière. Il y a des bêtises dans son numéro, dit Madame Price depuis le bureau de poste. Elle a dit qu'il était immoral ou théâtral. Je ne me souviens plus très bien. Cray a interviewé Miss Nash, qui portait d'épaisses lunettes et parlait avec des voyelles coupées. C'était un petit homme vulgaire, dit-elle. Mais non, je ne l'ai pas empoisonné. Je lui ai simplement dit qu'il le ferait. Pas. J'aurais dû faire un tour de lévitation près du monument aux morts. Ça aurait été de mauvais goût. Est-ce qu'il t'a menacé? Il a menacé de partir, dit-elle avec dédain. J'aurais préféré qu'il le fasse. Elle marqua une pause. Mais maintenant que tu le mentionnes, il a posé une question étrange. Il voulait savoir si je me souvenais d'un homme du village nommé Tremaine. Il a dit qu'il avait séjourné à l'auberge du Cheval Blanc, en 1926. « Vraiment ?» demanda Cray. Miss Nash réfléchit. « Vaguement. J'étais une jeune fille à l'époque. Il était très beau, je m'en souviens.
Ma sœur aînée était plutôt sous son charme. Cray l'avait rangée. Le passé, semblait-il, refait lentement surface, ramené à la lumière par le magicien indiscret. À la maison ce soir-là, Miss Marple était assise avec son thé et réfléchissait. Il y avait 2 hommes. L'un était mort dans une baignoire, l'autre avait disparu, présumé mort, le même jour, 2 noms, 2 histoires. Et seulement une photographie dans le médaillon de Lucie, ce qui signifiait que quelqu'un quelque part avait réécrit le passé de Lucie. Le magicien avait découvert cette histoire, par accident peut-être, ou peut-être pas, et quelqu'un l'avait fait taire avant qu'il puisse terminer le tour. Jeudi, un calme particulier régnait dans le village, celui qui s'installe non pas parce que les tensions se sont apaisées, mais parce qu'elles sont devenues souterraines, telles des racines qui se tordent sous la terre. Les boutiques s'animaient poliment. La cloche de l'église sonnait à l'heure, et le laitier reprit sa tournée avec les mêmes hochements de tête efficaces. Mais les conversations étaient devenues sensiblement saccadées, et chacun semblait attendre quelque chose, sans que personne ne puisse dire quoi exactement. Dans le jardin du presbytère, Miss Marple se promenait parmi les delphiniums avec révérend Pulteney, feignant de s'intéresser à la pourriture des fleurs tout en dirigeant subtilement la conversation. La fête a vraiment été un succès charmant, mis à part le malheureux incident, dit-elle doucement. Le pasteur, qui n'avait pas encore récupéré de l'idée d'un meurtre commis à quelques mètres de son gâteau au citron, soupira. Une affaire épouvantable. Certains diraient que nous l'avons provoquée en invitant. Un artiste sans vérification préalable. Vous souvenez-vous qui a recommandé M. Val ? Demanda-t-elle. Le vicaire fronça les sourcils. Tout s'est fait à la dernière minute. Mademoiselle Nash s'en est occupée en grande partie. Je crois qu'il l'a contactée directement avec ses références et une lettre de recommandation. Très professionnelle, dit-elle. Quelqu'un a-t-il vérifié la lettre ? Je crois que Mademoiselle Nash l'a fait. Elle a contacté l'adresse indiquée. Miss Marple lui offrit un sourire doux. Et la lettre a-t-elle été écrite par hasard sur du papier à lettres couleur crème avec une fine bordure bleue ? Le vicaire cligna des yeux. Mais, oui, comment le saviez-vous ? J'ai déjà vu ce genre de papier à lettres, dit-elle en observant une abeille tourner autour d'une digitale. Monsieur Vail a utilisé le même type de papier pour son carnet. Il est très particulier. Il est destiné aux résidents du sanatorium de Bramble Heath, dans le Yorkshire. Le Bammy. Vicaire le fixa du regard. Un hôpital, un médecin plutôt discret, connu pour soigner les troubles nerveux et les personnes ayant un passé trouble. Elle n'ajouta rien, mais ce fut suffisant. Cet après-midi-là, l'inspecteur Cray reçut confirmation par télégramme que Dorian Valley avait effectivement été admis sous un nom différent 3 ans auparavant, non pas pour un traitement, non, en tant que visiteur, chez une personne nommée Thomas Elspeth Cray. S'est assis et a tapoté son stylo. Elspeth point le même nom de famille que Margaret Brabazon avait autrefois porté. Plus tard dans la journée, Miss Marple retourna sur le lieu de la fête. Beaucoup auraient trouvé morbide de s'attarder sur les lieux d'un meurtre, mais Miss Marple avait toujours constaté que la vérité laissait des traces, pour peu qu'on sache où chercher. Elle examina l'herbe sous la haie où M. Vail s'était effondré. La police avait depuis longtemps dégagé la zone, et la pluie avait brouillé une grande partie de la scène, mais quelque chose attira son attention, à moitié enfoui près de la racine d'un laurier. Elle sortit un mouchoir en dentelle de son sac et souleva doucement l'objet, un petit bouton d'argent. Simple, rond, avec une finition en nacre et une petite entaille près du bord. Miss Marple plissa les yeux. Elle avait déjà vu de tels boutons sur un cardigan porté par Madame Brabazon le jour de la fête. Pas pendant la représentation, non, mais plutôt quand elle était passée devant le stand de confiture. Miss Marple plia soigneusement le mouchoir et le glissa dans son sac à main. Ce soir-là, dans son salon, Miss Marple fit une liste. Monsieur Val savait quelque chose sur les Brabazon.
Le médaillon de Lucy contenait une photo non pas de Reginald Brabazon, mais de David Tremaine, un homme lié à Margaret Elspeth bien avant son mariage. Tremaine et Reginald sont morts le même jour, dans des circonstances étrangement similaires. M. Vail avait visité Thomas Elspeth, le frère de Margaret, peu avant d'arriver au village. Un bouton d'argent, assorti au cardigan de Madame Brabazon, a été retrouvé à côté du corps de M. Vail. Elle fixa le dernier objet pendant un long moment. Les meurtriers n'avaient souvent pas l'intention de laisser des traces, mais ils sous-estimaient la résistance du tissu. Entre-temps, Lucy Brabazon apparut enfin au grand jour pour la première fois depuis la fête. On la vit entrer dans la salle paroissiale pour la répétition de la chorale, pâle et blême, l'air incertain. Plusieurs femmes lui lancèrent des regards compatissants. Mademoiselle Hartnell murmura qu'elle avait l'air fantomatique, et tandis que Mademoiselle Witherby remarqua que la jeune fille n'avait pas prononcé un mot pendant toute la répétition. Lorsque Miss Marple la croisa près des marches de l'église, Lucy marqua une pause, hésitante à la saluer. Le ton de Miss Marple était pourtant si chaleureux, si peu menaçant, qu'elle ne put s'empêcher de s'arrêter. « Ma chère, dit doucement Miss Marple, je voulais vous poser des questions sur votre médaillon. » Lucy cligna des yeux. « Et alors, je crois que c'est très précieux pour vous. » Lucy hocha lentement la tête. « Tu l'as depuis que tu es enfant, je suppose. »« Oui. Maman a dit que ça venait de mon père. »« Et a-t-elle ?»« Déjà dit lequel ?» Les yeux de Lucy s'écarquillèrent et pendant un instant, quelque chose derrière eux vacilla. La panique, la confusion, ou peut-être la lente prise de conscience. « Elle ne parlait que de mon vrai père, » murmura. « Lucy. Reginald. Mais l'homme sur la photo, dit Miss Marple, n'était pas Reginald Brabazon. Il s'appelait David Tremaine. » Lucy ne répondit pas, mais ses lèvres tremblaient. « C'était ton père, » dit doucement Miss Marple, « n'est-ce pas ?» Les larmes montèrent aux yeux de Lucy. « Je ne sais pas. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre. »« Il y en a toujours, » dit gentiment Miss Marple. « Même quand on nous dit le contraire. » De retour à la police, l'inspecteur Cray se faisait à contre-cœur l'idée que M. Vail avait été bien plus qu'un simple amuseur indiscret. La note dans son journal, B. Médaillon, a confirmé. Danger semblait désormais moins énigmatique. Il ne s'était pas contenté de fouiller dans les ragots locaux. Il avait découvert la clé d'une fausse identité. Si Lucy n'était pas la fille de Reginald Brabazon, dit Cray à voix haute, alors Margaret Brabazon avait de bonnes raisons de taire ce fait, surtout si quelqu'un essayait de le rendre public. Et si M. Vail allait l'annoncer, demanda l'agent Drew. Il n'aurait pas vécu assez longtemps, murmura Cray, et il n'a pas vécu assez longtemps. Il rouvrit le compte-rendu d'autopsie. Strychnine à action rapide, probablement dissoute dans de la limonade, administrée. Juste après l'affaire du médaillon. Il regarda le rapport. Mais il manquait quelque chose. Miss Marple a rendu une dernière visite à Theodore Haydock, arrivant avec un petit colis emballé dans du papier brun. « J'ai trouvé quelque chose de curieux, » dit-elle en le posant sur le bureau. Il l'ouvrit et le fixa. « Un bouton de cardigan de femme, » dit-elle, trouvé sur les lieux. Haydock plissa les yeux. « Je ne vois pas. Je crois qu'elle a été arrachée dans... » Un moment de panique, dit Miss Marple à voix basse, après que M. Vail eut bu la limonade empoisonnée. Celui qui la lui avait donnée s'en est rendu compte et a tenté de récupérer la tasse, peut-être pour cacher des empreintes digitales, peut-être pour effacer toute trace de falsification. Haydock leva les yeux. « Tu crois que le meurtrier est revenu ?»« Je pense qu'elle n'est jamais partie, » dit Miss Marple. Cette nuit-là, elle était assise près du feu, son tricot posé sur ses genoux. Quelqu'un avait tissé une histoire, une fiction soignée et respectable sur la famille, l'identité et le veuvage. Et quelqu'un d'autre, un magicien passionné de révélations, avait tiré sur le fil. Il n'avait pas besoin de connaître tous les détails.
Il avait juste besoin de provoquer la réaction. Et la réaction d'une femme avait été bien trop rapide, bien trop désespérée. Marguerite Brabazonel avait bâti sa vie sur la fiction d'un mariage respectable. Une fiction menacée par un médaillon, une photo et un homme qui en savait trop. Elle avait tué pour protéger cette fiction. Miss Marple tendit la main vers le téléphone. « Il est temps, dit-elle, de prendre le thé très tranquillement. » L'après-midi suivant était frais et doré, une journée d'automne qui semblait appartenir à un autre monde, sans secret, sans la douleur de la trahison. À St. Edmunds Mead, les feuilles bruissaient doucement sur les trottoirs et une légère odeur de fumée de cheminée flottait dans le village. Pourtant, sous cette surface tranquille, quelque chose de tendu et de non-dit s'agitait. Dans le salon de sa chaumière recouverte de lierre, Miss Marple, elle, disposa soigneusement son service à thé. La théière en argent poli, les tasses en porcelaine fine au motif de violettes fanées, un plat de biscuits sablés et 3 chaises, précisément. Tout semblait comme toujours, agréable, modeste, sans particularité. Exactement comme Miss Marple l'aimait. On frappa à la porte à 3h30 précises. Elle a salué Margaret Brabazon avec un doux sourire. « C'est très gentil à toi d'avoir accepté mon invitation, ma chère. » « Bien sûr. Miss Marple. » Margaret semblait calme, mais son regard se déplaçait rapidement, scrutant la pièce. « Vous avez dit que vous vouliez discuter du compte-rendu du comité de la fête ? » ?»« En effet. Et autre chose peut-être. Mais rien de trop pénible. Asseyez-vous. » Quelques instants plus tard, inspecteur Craig-Hill arriva, l'air soigneusement neutre. Les doigts de Margaret se resserrèrent autour de la tasse en porcelaine, mais son sourire ne vacilla pas. « Je ne savais pas que c'était une réunion, dit-elle d'un ton sec. « Oh, pas vraiment formelle, dit Miss Marple en versant. Juste une petite discussion entre voisins. Il y a tellement de malentendus dans un petit village, vous ne trouvez pas ?» Margaret ne dit rien. Cray attendit que Miss Marple soit assise. Puis, toussant légèrement, il déposa quelque chose sur la table entre eux. Un petit argenté bouton, Margaret le fixa du regard. Juste une seconde, mais suffisamment longtemps. Cray parla doucement. Ceci a été trouvé près du corps de Monsieur Vail. Il correspond à un cardigan que vous portiez à la fête, celui avec des boutons ornés de perles et des surpiqûres bleues, au poignet. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, dit-elle froidement. Non, dit Miss Marple d'un ton doux, c'est bizarre, vraiment. Je me souviens que tu étais passé près du stand de limonade peu avant la représentation. J'ai cru que tu étais allé chercher quelque chose pour Lucie. Je ne l'ai pas fait, répondit Margaret rapidement. Nous avons apporté nos boissons. Miss Marple pencha la tête. Alors pourquoi vous a-t-on vu retourner à la tente à thé juste après le malaise de Monsieur Vail? Cray croisa les bras. Un membre du comité s'est souvenu que vous insistiez beaucoup pour récupérer les gobelets usagés. Vous disiez que c'était une question d'hygiène. Le sourire de Margaret s'estompa. J'étais là pour aider. Miss Marple se pencha légèrement. Madame Brabazon, vous avez toujours semblé très protectrice envers votre fille. On pourrait même dire farouchement. Bien sûr que oui, c'est mon enfant. Et pourtant, dit doucement Miss Marple, son père n'était peut-être pas Reginald Brabazon. La bouche de Margaret se pinça. Quelle suggestion absurde. Alors c'est peut-être regrettable, dit Miss Marple d'une voix douce, que l'homme dans le médaillon de Lucie ne soit pas du tout Monsieur Brabazon. C'était David Tremaine, un homme que vous connaissiez avant votre mariage, un homme qui a disparu le jour même de la mort de votre mari. Margaret se leva brusquement. « Je n'ai pas à écouter ça. »« Non, » dit doucement Miss Marple. « Mais peut-être que Lucie devrait. » Margaret se figea. L'inspecteur Cray se leva et ouvrit la porte latérale. Lucie Brabazon entra, pâle et les traits tirés, les yeux cerclés de rouge. « Mère, » murmura-t-elle, « tu l'as amenée ici ?» Margaret se retourna, les yeux brillants. « Comment t'oses, toi ?»
Elle méritait la vérité, dit fermement Miss Marple, bien plus que quiconque. Margaret secoua la tête, son sang-froid finissant par s'effondrer. Vous ne comprenez pas. Aucun de vous ne comprend. J'étais seul. J'étais ruiné. David m'a quitté, disparu. J'étais enceinte, désespérée. Et puis Reginald m'a demandé en mariage. Je lui ai laissé croire que l'enfant était de lui. Il est mort quelques mois plus tard. C'était simple, propre, respectable. Lucie resta figée, comme si les mots la frappaient par vagues lentes. Mais ce n'était pas la vérité, dit Miss Marple. Non, admit Margaret, mais c'était nécessaire. La voix de l'inspecteur Cray était ferme. Et Dorian Vale? Il n'était pas censé savoir. Je ne sais pas comment il l'a découvert. Il est venu à la fête avec ce sourire narquois, jouant son petit jeu, et quand il a pris le médaillon des mains de Lucie, j'ai su. Il allait, dis-le, juste là, devant tout le monde. Alors, tu as mis quelque chose dans son verre? Demanda. Crépon, les yeux de Margaret brillèrent. J'ai essayé de l'empêcher de monter sur scène. Je suppliais lui. Mais il a ri. Il a dit qu'il le dirait à tout le village, que Lucie n'avait aucune idée de qui elle était, que j'étais un menteur. Ses mains tremblaient. J'avais une poudre, un échantillon d'un ami, une sorte de tonique, dit-elle. Je voulais juste le rendre malade, l'humilier, le faire taire. Je ne savais pas que ça marcherait. Tuez-lui. La voix de Miss Marple était à peine plus forte qu'un murmure. Mais quand il s'est effondré, tu as paniqué. Margaret hocha lentement la tête. J'ai essayé de prendre la tasse, de cacher les preuves, mais j'ai trébuché sur le bas de ma jupe. C'est là que le bouton a dû se déchirer. L'inspecteur Cray resta silencieux, puis se dirigea vers Margaret. Tu comprends ce qui doit se passer ensuite. Elle n'a pas résisté, mais lorsqu'il lui a doucement pris le bras, elle s'est tournée vers Lucie. Je l'ai fait pour toi, tout pour toi. La voix de Lucie tremblait. Tu l'as fait pour protéger un mensonge. Tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais. Ils partirent ensemble, la mère et l'inspecteur, et la pièce redevint silencieuse. Miss Marple tendit la main vers la théière. « Une autre tasse, chérie ?» demanda-t-elle. Lucie hocha faiblement la tête. Ils étaient assis ensemble, tandis que le ciel s'assombrissait et que l'air devenait immobile. Miss Marple tapota la main de Lucie. « Les gens font des choses terribles par amour, et des choses encore pires par peur. » Lucie ne répondit pas, mais ses épaules s'adoucirent. Et pour la première fois depuis des jours, elle expira. Cependant, Madame Brabazonel fut discrètement placée en garde à vue, mais le calme du village ne dura pas. Son arrestation sembla plutôt diviser la communauté en factions. Certains parlèrent de tragédie et de désespoir maternel. D'autres, plus pragmatiquement, parlèrent d'un meurtre de sang-froid en Cardigan. J'ai dit dès le début, qu'a déclaré Madame Pryse derrière le comptoir de la poste, que personne ne sert de filet de citronnet. On peut faire entièrement confiance à une génoise aux noix sur le même plateau. Mais alors même que le village tournait la page, Miss Marple était mal à l'aise. Quelque chose dans la confession de Margaret, ça collait presque trop bien. Il y avait du vrai là-dedans, assurément. Elle avait empoisonné Vale. Elle avait menti sur la filiation de Lucie. Mais l'histoire semblait répétée, comme si la fin avait été préparée à l'avance. Il n'y avait aucun remords, aucune horreur à ôter la vie, que du désespoir. Ce n'était pas seulement la peur qui animait Margaret Brabazon, c'était un calcul, et Miss Marple avait déjà vu des calculs auparavant. 3 jours plus tard, alors que la pluie recouvrait les ruelles de St. Edmund's Mead, inspecteur Crayassis. Dans son bureau, il étudiait un rapport final du coroner. « Heure du décès révisée », murmura-t-il en tapotant la page. « Monsieur ?» demanda l'agent Drew. « Le coroner est certain que Vale est décédé au moins 15 minutes après le malaise initial. Les convulsions n'ont pas commencé immédiatement. Il a peut-être été conscient, au moins brièvement, et a même pu parler. Mais la foule a dit qu'il s'était effondré et ne s'était pas relevé.
a déclaré Drew. Cray fronça les sourcils. Le vicaire pensait que Veil était par intérim au début. Il a dit qu'il avait fait une révérence théâtrale, puis qu'il avait titubé, comme si cela faisait partie de son rituel. Il a fallu plusieurs instants avant que quelqu'un ne l'approche. Cray s'est tourné vers le rapport de toxicologie. Taux de strychnine très bas dans le sang, murmura-t-il. Suffisamment pour tuer, certes, mais pas compatible avec la dose décrite par Madame Brabazon. Si elle avait utilisé un échantillon de tonique, l'effet n'aurait pas été aussi rapide. Ce qui signifie, il y avait une autre source, demanda Drew. Cray se leva. Ou une autre main. À l'auberge Crooked Oak, Miss Marple fut accueillie avec son affection habituelle par Madame Copley, la femme de l'aubergiste. Quelle excitation, n'est-ce pas? Dit-elle s'agitant avec un plateau de biscuits. Mais je dois dire que c'est étrange pour les boutons, non? La police venant demander si quelqu'un avait supplémentaire des boutons qui traînent. J'imagine que les meurtriers ne s'arrêtent pas pour raccommoder leur manteau. La plupart des meurtriers, dit doucement Miss Marple, ne s'attendent pas à être remarqués du tout. Madame Copley rit doucement et servit le thé. Ce pauvre monsieur Veil, j'aurais tellement aimé qu'il laisse un mot. Si seulement on savait pourquoi il est venu. Miss Marple sourit faiblement. Avez-vous toujours ces affaires? Quelques-uns. L'inspecteur a pris son carnet et ses papiers de voyage. Mais il a laissé un foulard dans le tiroir. Voulez-vous le voir? Miss Marple l'a suivi dans l'escalier grinçant. La pièce était propre et peu meublée, avec une fenêtre moisie donnant sur la verdure. Madame Copley sortit une écharpe de la commode, en soie bleu marine avec une broderie dorée particulière sur le bord. « C'est étrange, » dit-elle. « Je pensais que c'était juste un motif, mais M. Copley a dit que c'était un monogramme. Tacky, vous voyez, plutôt difficile à repérer. » Les yeux de Miss Marple se rétrécirent. « T.I. » répéta-t-elle doucement. « Pas D.V. pour Dorian Veil. »« Non, » répondit Madame Copley. « Mais je pensais que c'était un nom de scène. » Miss Marple plia doucement l'écharpe. « Oui, » murmura-t-elle, « un nom emprunté ou abandonné. » Cette nuit-là, elle étudia à nouveau la vieille nécrologie. David Tremaine, noyé en 1927. Célibataire. Aucune famille répertoriée. Mais elle savait maintenant que Tremaine avait un demi-frère, Thomas Elspeth, qui avait été interné après une dépression nerveuse dans les années 1930, et qui, juste avant sa mort, avait reçu la visite d'un homme qui avait signé le registre des invités comme étant Dorian Veil. Mais que se passerait-il si Dorian Veil n'était pas seulement un artiste, et s'il était le fils de Tremaine? Miss Marple a rendu visite à Inspecteur Cray le lendemain matin, et a exposé sa théorie comme un échantillon soigneusement cousu. Imaginez que M. Veil découvre que Margaret Brabazon a eu un enfant de Tremaine. Il se rend au sanatorium. Il en apprend davantage. Il rassemble les pièces du puzzle. Puis il vient ici pour rencontrer Lucy, sa demi-sœur. Cray hocha lentement la tête. Ce n'était pas seulement un magicien. Il cherchait sa famille. Et peut-être se venger, ajouta Miss Marple. S'il croyait que Margaret avait détruit son père, ou volé la vie qu'il aurait pu avoir. Mais il ne l'a pas affronté. Directement, a déclaré Cray. Il l'a fait dans le cadre de son spectacle, pour la déstabiliser, pour exposer le mensonge au grand jour et la laisser s'effondrer sous son poids. Il voulait qu'elle avoue pour l'humilier, pas pour la tuer. Cray réfléchit à cela. Mais elle a fait l'empoisonner. J'ai essayé, corrigea Miss Marple. Mais si quelqu'un d'autre y parvenait. Elle a placé l'écharpe monogrammée sur son bureau. T.I., dit-elle. Ce ne sont pas les initiales de Veil, mais elles correspondent. Thomas Elspeth. Et si M. Veil avait pris le nom de son oncle et que quelqu'un l'avait reconnu? Cray leva les yeux. Qui d'autre connaîtrait suffisamment la famille Elspeth pour craindre ce lien? La voix de Miss Marple était calme. Quelqu'un qui avait sa propre raison de garder le passé enterré. Cet après-midi-là, Miss Marple est retournée à la salle paroissiale, où le comité de la fête procédait à son bilan post-événement. Mademoiselle Evelina Nachel était assise à la tête de la table, les lèvres pincées en une ligne,
désapprobatrice tandis qu'elle examinait une liste de dépenses. « Ah, Miss Marple, dit-elle tandis que la porte grinçait. Vous arrivez juste à temps pour entendre parler du surplus de confiture. J'apprécie toujours un bon surplus, dit Miss Marple d'un ton agréable en s'asseyant, mais elle ne s'approcha pas des papiers. À la place, elle déposa une photographie sur la table, une vieille image sépia du début des années 1930. « Le reconnaissez-vous » demanda-t-elle. Mademoiselle Nash jeta un bref coup d'œil et fronça les sourcils. « Devrais-je » ? Il a séjourné à l'auberge du Cheval. « Blanc un été, » dit Miss Marple. « Vous avez dit à l'inspecteur Cray que votre sœur aînée était très attirée par lui. » Le regard de mademoiselle Nash s'éclaira. « David Tremaine ? Non. Thomas Elspeth. Son frère. Tempérament très différent. Caractère nerveux. Mais la ressemblance était indéniable. Le visage de Miss Nash pâlit. « Je ne vois pas. Il a eu un enfant, » dit doucement Miss Marple. « Cet enfant est arrivé à St. Edmunds Mead sous le nom de Dorian Vale. Vous saviez qui il était. Vous avez reconnu son monogramme ?» Mademoiselle Nash se leva brusquement. « Je n'ai plus rien à dire. » Mais les yeux de Miss Marple restèrent fixés sur elle. « À moins que vous ne vouliez nous dire pourquoi votre sœur a quitté St. Edmunds Mead si soudainement en 1932, après des fiançailles discrètes avec M. Elspeth. Des fiançailles qui ont pris fin sans explication. » La voix de mademoiselle Nash était cassante. « Ça ne regarde personne. Je pense que c'est devenu l'affaire de tous, » dit Miss Marple, « quand vous l'avez revu, plus âgé, sans prévenir, fouinant, dans les secrets du village. » Cray, qui était entré quelques instants auparavant, parla doucement. « Tu étais de service pour le thé pendant la fête. Tu avais accès à la limonade. Je ne l'ai pas tué, » dit Miss Nash d'un ton sec. « Il représentait une menace, pour les Brabazons, pas pour moi. »« Vous ne l'avez pas tué pour ce qu'il était, » dit doucement Miss Marple. « Vous l'avez tué pour qui il n'était pas, parce qu'il n'était pas Tremaine. Il n'était pas l'amour perdu de ta sœur. » Miss Nash regarda fixement, les lèvres entr'ouvertes. « Il prétendait être plus qu'il n'était, » murmura-t-elle, « et ce n'était pas juste. Ma sœur ne s'est jamais remise de la perte de Thomas. Elle est morte seule, et lui, ce showman voulait tout remettre en question, pour le spectacle. » Miss Marple hocha la tête. « Et donc vous avez apporté quelque chose de votre côté. » Miss Nash s'assit, soudainement petite, sur sa chaise. « Je voulais juste qu'il parte. » Le lendemain matin, la brume était blafarde, de celle qui brouillait les haies et peignait les maisons de pierre de St. Edmunds Mead d'un gris délicat. L'aube était calme et hésitante, en parfaite harmonie avec le silence pesant qui s'installait sur le village. Dans son salon soigné, Miss Marple, elle, sirotait son thé, un petit sourire au coin des lèvres. En face d'elle, inspecteur Crayassis, dans un fauteuil un peu moins confortable, feuilletant ses notes tout en jetant de temps en temps un coup d'œil aux braises dans le foyer. « Elle a avoué avoir trafiqué la limonade, » a déclaré Cray. « Nous avons trouvé le 2e flacon de strychnine dans son garde-manger, caché derrière une boîte de cacao. C'était un composé identique à celui retrouvé dans le sang de M. Val, mais plus fort que celui administré par Madame Brabazon. » Il soupira. « Nous avons donc 2 tentatives d'empoisonnement. L'une d'elles a été mortelle. Les 2 femmes affirment ne pas avoir eu l'intention de tuer. » Miss Marple hocha la tête. « C'est peut-être vrai, mais les intentions comptent rarement plus que les conséquences dans les affaires de meurtre. Surtout quand la jalousie, le chagrin et la réputation sont si étroitement liés. » Cray se pencha en avant. « Il y a autre chose, cependant. Quelque chose d'encore incertain. Le mobile de mademoiselle Nash, sentimental, presque fragile. Mais le sien était le plus mortel. Cela suggère une décision définitive. » « En effet, » dit Miss Marple en posant sa tasse. « Et je pense plutôt qu'il nous manque encore la pièce la plus importante. Pourquoi maintenant? Pourquoi tant de fils d'un passé vieux de plusieurs décennies se sont-ils dénoués précisément à ce moment-là ?» Elle jeta un coup d'œil à son panier à broderie. «
J'ai toujours pensé à la vérité comme à un nœud dans un col en dentelle, inspecteur. Il ne se défait pas tout seul, il faut le tirer. Cray haussa un sourcil. « Et tu comptes tirer une dernière fois ?»« Oh non, répondit-elle doucement. Ils sont. » Cet après-midi-là, Miss Marple lança une invitation discrète, plus une suggestion qu'une convocation, à une poignée d'individus clés du village, Lucy Brabazon, pâle mais curieux, Peter Ransom sceptique et la mâchoire raide, que mademoiselle Nash, qui arrivait avec les épaules serrées et les lèvres serrées en signe de désapprobation perpétuelle. La réunion devait avoir lieu dans le salon du presbytère, un espace neutre, béni à la fois par les Écritures et par le parfum réconfortant de la cire d'abeille et des recueils de cantiques. Le vicaire avait été gentiment retiré pour l'après-midi, envoyé par Miss Marple pour enquêter sur une fuite fictive dans le toit de l'église. Miss Marple elle-même était assise avec sa sérénité habituelle, versant du thé et s'occupant d'un plateau de scones aux raisins secs. « Merci à tous d'être venus, » dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Ce petit rassemblement n'a rien d'officiel, juste une question, d'hygiène spirituelle. » Mademoiselle Nash renifla. « Si c'est une nouvelle inquisition, je dois protester. »« Oh non, » dit Miss Marple d'une voix douce, « rien de tel. Je voulais simplement partager une petite découverte. Voyez-vous, en fouillant les affaires de M. Val, l'inspecteur et moi sommes tombés sur quelque chose qu'il avait l'intention d'envoyer. Une lettre très révélatrice. » Elle sortit de son sac à main une page pliée et la tint délicatement. Entre ses doigts. Elle était adressée à un notaire londonien, un certain Félix Rowland. Datée de la veille de la fête, elle semblait avoir l'intention de déposer une requête, pétition d'héritage, pour établir son lien juridique avec un certain David Tremaine, à l'aide de quelques révélations opportunes. Peter fronça les sourcils. « Tu veux dire qu'il n'était pas là pour rencontrer Lucy? Il voulait de l'argent ?» Miss Marple hocha la tête. Du moins en partie. Ses recherches étaient approfondies. Il pensait être le fils de Tremaine et d'une femme décédée peu après son accouchement. C'est peut-être vrai, mais il était aussi clair qu'il comptait tirer profit de la révélation de l'identité de Margaret Brabazon. Je aussi fixais sa tasse de thé, le visage pâle. Il n'agissait pas par noblesse de cœur, dit doucement Miss Marple. Il voulait dénoncer, humilier et, finalement, en tirer profit. Mademoiselle Nash se raidit. « Alors j'ai bien fait de l'arrêter. »« Vraiment ?» Miss Marple se tourna vers elle avec un intérêt poli. « Même en sachant qu'il n'était pas le prétendant de votre sœur, mais celui de son prétendant point-neveu, qu'il ne ressemblait à Thomas Elspeth qu'à cause du sang familial. » Mademoiselle Nash hésita. « Je ne savais pas. »« Non, mais tu as agi comme si c'était le cas. C'est ce qui m'a troublé. Tu n'étais pas choquée par lui. Tu étais en colère, pas confuse, pas hésitante, mais furieux. » Elle se tourna alors vers Lucy. « Et c'est souvent ainsi, ma chère, qu'on décèle la culpabilité, non pas à la voix la plus forte, mais aux plus petits détails, comme cette femme qui savait qu'un bouton était tombé avant même que quiconque ne s'en aperçoive. » Le visage de mademoiselle Nash se décomposa. « Il aurait tout détruit, » murmura-t-elle. « La mémoire de ma sœur, la paix de ce village. » Miss Marple se tourna ensuite vers Peter. « Et vous, monsieur Ransom, vous n'aviez rien à gagner, mais on vous a vu parler à Vale derrière l'école. » Peter rougit. « Il m'a posé des questions sur les Brabazon. Je lui ai dit de laisser Lucy tranquille. C'est tout. » Miss Marple sourit. « Oui, je vous crois. Vous étiez en colère, mais vous n'étiez pas calculateur. » Puis elle regarda directement Lucy. « Ma chère, tu ne te souviens peut-être pas de l'homme au médaillon, mais il y a une question que je dois te poser. Et je veux que tu répondes non pas en tant que fille, mais en tant que témoin. » Lucy fronça les sourcils. « Que veux-tu dire? Tu t'es évanouie quand M. Vale a parlé du médaillon, mais ce ne sont pas ses paroles qui t'ont perturbé, c'est ses yeux. » Lucy cligna des yeux. « Tu as reconnu quelque chose, n'est-ce pas ?» Une pause.
Oui, murmura-t-elle. Il me ressemblait. Miss Marple hocha la tête. C'est parce qu'il était ton demi-frère. Et je crois que tu savais peut-être pas consciemment. Mais ta mère t'a dit quelque chose un jour quand tu étais petite, quelque chose qui ne collait pas, et quand tu l'as vu, ça cliquait. Les larmes montèrent aux yeux de Lucie. Je me suis souvenu d'une lettre. Je l'avais trouvée il y a des années dans un tiroir. Elle disait « Tu n'es pas à lui ». Je n'ai pas compris. J'ai cru qu'elle parlait de ma mère. Mais quand je l'ai vue, la voix de Miss Marple était douce. Tu as compris que tu n'étais pas censé savoir. Peter lui prit la main et elle la serra fermement. Miss Marple se leva. Je crois que l'affaire est close. 2 femmes ont tenté de faire taire le même homme pour des raisons différentes. L'une par peur pour sa fille, l'autre par dévotion à un souvenir. Aucune des deux n'a envisagé le prix à payer. L'inspecteur Cray, qui était resté silencieux dans un coin, s'avança alors. Nous soumettrons les conclusions au ministère public, mais j'espère que les tribunaux seront indulgents, surtout envers Madame Brabazon. Miss Marple se tourna vers la fenêtre où la brume s'enroulait sur la vitre. Les secrets, murmura-t-elle, ils trouvent toujours une issue, même enveloppés de dentelle et rangés dans des tiroirs lavande. Dehors, le brouillard se leva lentement, révélant à nouveau les contours familiers et charmants du village. Mais plus rien ne serait jamais tout à fait pareil. Malgré toute sa délicatesse et sa pudeur, St. Edmunds Mead, c'était un village qui se souvenait des choses. Discrètement, bien sûr, derrière le pli des journaux et par-dessus les haies des jardins, mais avec une précision extraordinaire. Naissance, trahison, faillite, et maintenant meurtre, tout cela était enfoui dans sa mémoire sociale, où rien n'était oublié, seulement discrètement reclassé. À la fin de la semaine, le scandale de la fête Poisonings était installé, dans une sorte de résignation intérieure plutôt que de colère. Les villageois continuaient d'échanger des opinions à voix basse chez le boucher et ajustaient leur ton en passant devant la maison des Brabazon, mais la vie, avec son obstination, britannique, persistait. Au presbytère, les préparatifs pour la cérémonie annuelle des vendanges étaient déjà en cours. Mademoiselle Weatherby se remit à superviser les compositions florales avec une efficacité remarquable, tandis que Mademoiselle Hartnell, qui avait vu l'inspecteur quitter le cottage de Mademoiselle Marple un matin, déclara « Eh bien, je suppose, elle les savait depuis le début, mais elle toujours fait. » Mais Miss Marple, la victoire n'avait pas été aussi triomphale qu'escomptée. Elle avait fait son devoir, certes. Elle avait démêlé la vérité avec calme et méthode, l'avait étalée comme une nappe, repincée. Pourtant, elle restait pensive. Il y avait quelque chose de particulièrement amer dans cette affaire, quelque chose d'irrésolu dans les cœurs qu'elle avait touchés. Elle s'est retrouvée 2 jours plus tard dans le jardin de Lucie Brabazon, assis en face de la fille dans une tache de soleil aqueuse. « Je ne suis pas sûre de rester au village, » dit Lucie doucement. « Pas après ça. » Miss Marple hocha la tête. « Le village est un endroit difficile pour ceux qui veulent laisser leur passé derrière eux. Il se souvient et il répète. » Lucie leva les yeux, surprise. « Tu crois que ça va se reproduire ?»« Non, » dit doucement Miss Marple. « Mais je pense que ta mère a bâti sa vie sur le silence. Et le silence est une fondation fragile. Il s'effondre. » Lucie jouait avec une pomme tombée sur ses genoux. « Je ne la déteste pas. J'en ai envie. Mais je ne la déteste pas. Elle t'aimait, » dit Miss Marple, farouchement, désespérément. Mais son amour était assorti de conditions et de secrets. Et ce genre d'amour ressemble souvent à une forme de contrôle. Lucie hocha lentement la tête. « Et lui, monsieur Val, tu crois vraiment que c'était mon frère ?»« Je crois qu'il y croyait, » dit Miss Marple. « Et je crois qu'il voulait savoir qui il était, tout comme vous. Mais il s'y est mal pris. Il a joué un rôle. Il a présenté des vérités comme des illusions. Et finalement, il a perdu la frontière entre théâtre et réalité. »« Tu penses qu'il m'aurait fait du mal ?» Miss Marple hésita. « Non, pas vous. Mais peut-être votre mère. Pas physiquement, mais émotionnellement.
Il voulait la dénoncer, et il se fichait de savoir qui d'autre serait pris dans la lumière. Lucie resta silencieuse un long moment, puis elle dit « Mademoiselle Nash ne voulait pas le tuer non plus, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit Miss Marple. Mais elle s'était convaincue que sa présence ruinerait le peu de dignité qui restait à la mémoire de sa sœur. Et quand on se drape dans le martyre, on finit par croire que ses torts sont des droits. Lucie esquissa un sourire triste. « C'est tellement le bordel. »« Oui, » répondit Miss Marple. « La nature humaine est toujours ainsi. » Au commissariat de police de Mouch Benham, inspecteur Creel a rédigé son rapport pour le Crown Prosecution Service. L'affaire a été officiellement classée pour double empoisonnement, avec circonstances atténuantes. Des accusations seront portées contre lui, Evelina Nash, alors que Marguerite Brabazonel serait probablement condamnée à une peine avec sursis et à une assignation à résidence, à condition que ses aveux soient confirmés au tribunal. Il avait de nouveau interrogé les deux femmes. Le ton de Margaret s'était adouci, n'étant plus provocateur mais fatigué. Mademoiselle Nash, quant à elle, était devenue de plus en plus distante. Elle avait accepté sa culpabilité, mais refusait de parler davantage de sa sœur, de ses motivations ou de son passé. Une affaire close, se dit Cray en signant la dernière page, et une histoire exhumée. Mais même lui n'était pas entièrement satisfait. Malgré toutes les conclusions claires, l'affaire restait embrouillée, comme seul un secret de famille peut l'être. Il n'y avait pas eu de méchants, juste une série de victimes, superposées comme du vieux papier peint. Chaque femme impliquée dans cette affaire avait agi non par haine, mais par une nuance d'amour différente. Il se demandait, pas pour la première fois, comment Miss Marple avait réussi à reconstituer le tout avec une telle précision. Il pensa aux boutons d'argent, aux médaillons, au léger tremblement dans une tasse de thé, des choses qui, malgré toute sa formation, lui auraient pu complètement échapper. Elle comprenait les gens d'une manière que ses rapports n'auraient jamais pu comprendre. Ce n'est qu'une semaine plus tard, lors de son thé habituel du mardi avec révérend Pulteney, que Miss Marple a expliqué le dernier indice caché. « Ce qui m'était resté en tête, dit-elle, c'est que Vail était venu ici non seulement pour dénoncer quelqu'un, mais pour revendiquer quelque chose, un héritage peut-être, une identité, mais plus que cela, une place dans l'histoire. » Le vicaire hocha la tête. Il voulait faire partie de la famille qui l'avait chassé. « Exactement, » dit Miss Marple. Et le plus tragique, c'est que Lucie aurait pu l'accueillir chaleureusement s'il était venu honnêtement. Mais il est arrivé avec ses propres secrets, et les deux camps ont donc été contraints de se défendre par des mensonges. « Et le bouton ?» demanda le vicaire. « Il paraît si petit. »« Un petit indice ?» acquiesça Miss Marple. « Mais le meurtrier laisse toujours quelque chose derrière lui, toujours. Ce bouton m'a appris que Madame Brabazon était revenue sur les lieux, pas seulement pour témoigner, mais pour effacer. Et quand j'ai demandé aux enfants du village si elle avait porté ce cardigan avant la fête, ils se sont souvenus qu'elle s'était plainte qu'il avait perdu ses boutons pendant la répétition de la chorale la semaine précédente. » Le vicaire sourit. « Et vous vous en souvenez? Je me souviens toujours de ce que les gens choisissent d'oublier. » Elle sirota son thé et ajouta « C'est l'oubli qui met les gens dans le pétrin, voyez-vous, pas le souvenir. » Ainsi, à l'approche de la fête des moissons et de la chute des premières feuilles, le village de St. Edmundsmead commença à se reconstruire. Madame Brabazon restait isolée, ombre dans une maison au volet clos. Le cottage d'Evelina Nash était mis en vente. Lucie, disait-on, envisageait d'étudier l'art à Bath, tandis que Peter Ransom retournait tranquillement à ses promenades et à ses essais, désormais moins souvent seul. Et Miss Marple, ayant terminé sa partie, retourna à ses roses et à ses broderies avec un contentement tranquille. Pour l'observateur, occasionnel, elle n'était qu'une vieille femme gentille et exigeante, friande de dentelle et de génoise. Mais pour ceux qui la connaissaient vraiment, très peu, et encore moins qui l'admettaient. Elle était le genre de femme qui remarquait tout,
car ce n'est pas le bruit qui révèle la vérité, c'est ce que les gens disent, quand ils croient que personne ne les écoute. Les jours raccourcissaient et l'air dans Est. Edmund Smith, le temps devint vif et chargé de fumée de bois. L'automne arriva, non pas avec le tonnerre ni le gel, mais avec le lent déploiement des feuilles brunies et l'odeur de la terre humide. Le village continua sa route, comme toujours, intégrant le scandale des fêtes estivales au patchwork de ses traditions locales. Pourtant, quelque chose avait changé, subtilement mais durablement. Les voisins se saluaient avec la même politesse, mais une certaine prudence se cachait derrière leurs sourires. Les invitations à prendre le thé étaient encore échangées, mais rarement acceptées, car dans ce village, où chaque haie et chaque sentier recelaient une centaine d'histoires discrètes, l'idée que les secrets pouvaient devenir fatals avait laissé des traces. La maison Brabazon est restée fermée, le lierre s'enroulant d'épais murs de pierre. Dame Margaret Brabazon n'était rarement vue. Les tribunaux, sensibles à sa situation et influencés par des témoignages de moralité, notamment une lettre délicatement rédigée par Miss Marple, lui avaient accordé une clémence conditionnelle. Sa punition n'était pas l'emprisonnement, mais quelque chose de plus dur à bien des égards. Elle était laissée seule avec le silence qui lui avait autrefois servi de protection. Elle n'était pas formellement rejetée, mais le village, avec sa douceur et son silence, lui faisait comprendre qu'elle ne faisait plus partie de son rythme. Le jardin était laissé à l'abandon. Le lait n'était plus livré sur le pas de la porte, mais dans une caisse près du portail. Lorsqu'elle passait dans le chemin, les gens regardaient juste au-delà d'elle. Seulement Lucie revenait de temps en temps. Elle descendait de bain, où elle étudiait l'illustration, et y restait pour de courtes visites. Parfois elle déposait des fleurs sur le rebord de la fenêtre. Parfois elle restait de longues minutes devant le portail, comme pour hésiter à frapper. À l'intérieur, sa mère attendait. Elle n'ouvrait jamais les rideaux avant midi. Mademoiselle Evelina Nachel eut moins de chance. Son procès, bien. Que court fut impitoyable. Le juge fut sévère. Les preuves étaient claires. Elle fut reconnue coupable d'homicide involontaire, avec une responsabilité atténuée. Sa peine, 5 ans avec sursis, sous étroite surveillance, lui permit de rester chez elle, mais la honte la tenaillait. Son autorité, autrefois incontestée au sein des comités paroissiaux, s'évapora. La présidence de la fête fut confiée avec une certaine réticence à mademoiselle Witherby, qu'il accepta avec une grimace pincée et un nouveau jeu de minutes plastifiées. Mademoiselle Nash quittait rarement la maison. Quand elle le faisait, c'était uniquement pour s'occuper de la tombe de sa sœur, marchant à l'aide d'une canne et d'un chapeau baissé. Certains disaient qu'elle était devenue plus compatissante. D'autres affirmaient qu'elle avait simplement perdu le goût de juger les autres. Miss Marple ne dit rien du tout. Quant à Peter Ransom, il s'installa dans un rythme plus calme. On le voyait souvent au cimetière ou dessiné au bord de l'étang, ses carnets plus remplis que jamais, même si peu savaient ce qu'il écrivait. Sa relation avec Lucie était calme, prudente et indéfinie. Ils échangèrent désormais des lettres du genre avec du vrai papier et des enveloppes. Elle dessinait de petits animaux dans les marges. Il répondait par des fleurs séchées et des vers de poètes oubliés. Les gens pensaient qu'ils pourraient un jour se marier, mais personne ne leur a posé la question. Ils avaient gagné le droit de garder une chose pour eux. Le village fête, désormais associé à jamais au meurtre, fut soumis à une révision indéfinie. Le vicaire, toujours aussi bon enfant, suggéra une célébration des vendanges plus modeste l'année prochaine. Quelque chose de simple, peut-être un récital de cantiques ou un concours de pâtisserie, pas d'artiste, pas de spectacle. Après tout, ça dit-il à Miss Marple un matin de début novembre, je pense que le village a connu suffisamment de drames pour une décennie. Miss Marple, les mains serrées autour d'une tasse de thé d'orge, eut un léger rire. Peut-être, révérend, mais je trouve que le drame c'est un peu comme les pissenlits. On en cueille un et 3 autres apparaissent à sa place. Le vicaire haussa un sourcil. Vous ne pensez pas que nous soyons à l'abri d'un nouveau scandale? Miss Marple regarda par-dessus le green,
où les banderoles flottaient autrefois et où le défilé de chiens trottait fièrement devant le stand de Scone. Aucun endroit, dit-elle doucement, n'est vraiment à l'abri de la nature humaine. Quelques semaines plus tard, inspecteur Cray-Hill passa un dernier coup de fil au cottage de Miss Marple. C'était un matin gris, et l'odeur des scones à la cannelle emplissait la pièce. Elle l'accueillit avec un sourire bienveillant et lui servit du thé comme s'ils étaient de vieux amis depuis des décennies, plutôt que des collaborateurs réticents. « Tu avais raison à son sujet, » dit Cray en sirotant. Val. Son vrai nom était Edward Vale Tremaine, né hors mariage en 1927 d'une femme nommée Claire Vale, infirmière à Londres. Elle est morte en couche. L'enfant a été élevé dans diverses institutions, a pris le nom de famille de sa mère, auquel il a ajouté plus tard Dorian. Un don pour le théâtre, semble-t-il. Miss Marple hocha la tête, tricotant à un rythme calme. Et le père, chose jamais répertoriée officiellement. Mais les lettres que Vale portait suggèrent qu'il croyait que c'était David Tremaine, l'ancien fiancé de Margaret Brabazon. Cela ferait de lui le demi-frère de Lucy. Une convergence tragique. Dit-elle, deux enfants grandissent dans l'absence de vérité. L'une tente de revendiquer un nom, l'autre ignore le sien. Cray marqua une pause. As-tu déjà eu pitié de Margaret Brabazon? Oui, dit Miss Marple, mais pas pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle pensait elle devait le faire. Elle leva les yeux. Voyez-vous, inspecteur, on a appris à certaines femmes de sa génération que la sécurité était plus importante que l'honnêteté, qu'on pouvait survivre à presque tout, tant qu'on préservait les apparences. Alors elle a épousé le confort et a enterré le passé comme un animal mort sous les roses. Cray sourit faiblement. Et toi? As-tu déjà été tenté d'enterrer quelque chose? Les aiguilles à tricoter de Miss Marple s'arrêtèrent. Non, dit-elle. Je trouve que la vérité, comme un manteau mal boutonné, se révèle toujours. Mieux vaut la corriger avant que le froid ne s'installe. Ils restèrent assis un moment encore, sirotant tranquillement. En partant, Cray se tourna vers la porte. « Vous savez, mademoiselle Marple, si jamais vous avez envie d'aider sur une autre affaire... »« Oh non, dit-elle en agitant la main. Je suis bien trop vieille pour traquer des meurtriers. » Puis elle sourit. « Mais si jamais quelque chose me tombe dessus, j'aime bien un bon modèle. » Ce soir-là, le village reprit ses rites du soir. Les lampes brillaient aux fenêtres des chaumières. Les volets de la boulangerie étaient tirés. Un couple de hiboux ululait doucement depuis la haie. Et dans son salon, Miss Marple était assise sous une courte pointe, son tricot posé sur ses genoux, ses pensées déjà tournées vers le prochain crime, mais vers la prochaine étude de caractère. Car dans chaque enchevêtrement de tromperie, il y avait une vérité sur les gens. Et Jane Marple, vieille fille tranquille de St. Mary Mead, avait toujours été une savante du cœur humain. Là où d'autres voyaient des énigmes, elle voyait des gens. Là où d'autres ont vu un meurtre, elle a vu un mobile. Là où d'autres ont vu une performance, elle a vu le moment où le masque est tombé. Et c'est ainsi, en fin de compte, qu'elle a toujours su.